Alain Richard Donwahi, bonjour. Bonjour. Vous étiez le président de la COP15 sur la désertification à Abidjan en 2022. Beaucoup d'observateurs ont parlé d'un rendez-vous manqué et de grandes déclarations, mais peu ou pas de décisions politiques majeures. Partagez-vous ce sentiment ? Non, je ne pense pas que ce soit un rendez-vous manqué, d'autant plus qu'il y a eu justement des avancées avec la mise en place d'un groupe intergouvernemental qui avait été demandé par les pays africains pour travailler sur les compensations pour les pays les moins avancés, pour se préparer au changement climatique et au risque d'inondation, au risque de sécheresse provoquée par cette dégradation des sols. Donc pour moi, ça a été un rendez-vous plutôt réussi. Mais parmi les reproches à l'issue de cette COP15, on a parlé du manque de financement, le fait qu'il n'y ait pas d'instruments juridiques contraignants et l'absence du secteur privé qui a été pointé du doigt. Comment vous interprétez ces manques ? En parlant du secteur privé, ça a été un des points sur lesquels j'ai insisté. C'est l'introduction du secteur privé dans le financement et dans l'apport de solutions aux problèmes de dégradation des sols. Selon vous, comment dépasser les blocages de la COP15 d'Abidjan lors de la COP16 à Riyad ? Il faut qu'il y ait plus de concertation. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas segmentariser, si on peut le dire ainsi, les différentes COP. Il y a le climat, la biodiversité, la désertification. Nous avons milité pour qu'il y ait plus de synergie entre ces trois COP. Parce qu'il faut se rendre compte que d'abord les sujets sont liés. Donc il faut bien s'occuper des causes et des effets. Mais justement, il faut peut-être rappeler quelques chiffres. Si les tendances actuelles se poursuivent, il faudra restaurer 1,5 milliard d'hectares de terre d'ici 2030 et non plus 1 milliard aujourd'hui. Les sécheresses qui frappent le plus souvent, elles ont augmenté de 29% depuis 2000, elles vont continuer à augmenter. 3 personnes sur 4 dans le monde devraient être confrontées à une pénurie d'eau d'ici à 2050. L'urgence est là. Comment mobiliser les gouvernements, les entreprises, les communautés du monde entier pour des actions en faveur de la restauration ? Je pense qu'il faut d'abord informer. Beaucoup de personnes ne savent pas les liens qu'il y a entre la désertification, la dégradation des sols et les changements climatiques et la perte de biodiversité. Donc l'information, pour moi, est ce qu'il y a de plus important parce que les gestes quotidiens de chacun et de tous vont permettre justement d'inverser la tendance. Alain Richard Donwahi, un mot sur la Grande Muraille Verte, donc ce projet phare du continent africain qui s'étend du Sénégal à l'ouest, à Djibouti à l'est, pour stopper l'avancée du désert et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Où en est-on aujourd'hui de cette muraille verte ? On en est à peu près à 30% des objectifs. À mon avis, s'il n'y a pas d'accélération, l'objectif sera difficilement atteint. 30% au niveau de la restauration des sols dégradés, parce que moi j'ai vu 4%. Non, 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions d'hectares qui ont été restaurés sur les 100 millions à restaurer. Au niveau des financements, c'est entre 20 et 30% aussi des financements qui ont été mobilisés. Beaucoup de financements ont été annoncés, très peu mobilisés. Il faut que le gouvernement ait de nouvelles priorités et la priorité aujourd'hui, c'est l'urgence climatique, c'est la restauration des sols, parce que la dégradation de ces sols-là a un effet négatif direct sur la production agricole, donc sur la sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire dit sécurité tout court, c'est-à-dire déplacement de population, conflits intercommunautaires, et il faut lutter contre cela. Mais justement, aucun État n'a les moyens d'agir seul pour cette grande muraille verte, il faut une coopération africaine. Le fait que certains pays aient d'autres priorités, je pense au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, mais aussi à l'Éthiopie, au Soudan, au nord du Nigeria, est-ce que ce n'est pas un terrible coup d'arrêt pour cette grande muraille verte, voire est-ce que ça ne sonne pas le glas de cette muraille verte ? Je ne pense pas. Il faut être capable de prioriser les priorités. Quand on lutte contre le djihadisme ou contre la guerre civile dans son pays, on comprend bien que la grande muraille verte n'est pas une priorité. Si elle peut être une priorité, parce que lutter contre le djihadisme, il faut lutter contre l'oisiveté des populations. Vous voyez, la grande muraille verte n'est pas simplement un projet pour planter des arbres. C'est un projet de développement, un projet qui va donner des emplois, un projet qui va changer la vie quotidienne des populations qui sont concernées. À partir de ce moment-là, elles seront moins vulnérables à tous ces fléaux tels que le djihadisme que nous avons aujourd'hui en Afrique. Alors la lutte contre la désertification signifie également la lutte contre la déforestation. Alain Richard Donwahi, vous connaissez l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. La Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de son couvert forestier depuis les années 60 en raison de la culture intensive du cacao. Concrètement, comment stopper la déforestation en Côte d'Ivoire et rétablir ce couvert forestier ?
Bien, en 2019, le gouvernement ivoirien a lancé une nouvelle politique forestière. Donc il y a une trajectoire qui a été identifiée avec l'introduction de l'agroforesterie. La Côte d'Ivoire a vu l'ampleur des dégâts et a un objectif de passer de 10% à 20% de couverts forestiers d'ici à 2030. Alain Richardon-Waillé, en 2022, une enquête sur un trafic de bois présumé a été révélée par le journal Jeune Afrique avec des ramifications remontant jusqu'à votre cabinet alors que vous étiez ministre des Eaux et Forêts. La justice a été saisie, un audit a été lancé au ministère des Eaux et Forêts. Où en est-on dans cette affaire aujourd'hui ? Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de délations dans cette affaire-là. Mais vous savez, je suis en politique depuis près de 25 ans et j'en ai vu beaucoup. Alors, le président de la République a mis fin à tout ce débat en déclarant qu'il remerciait le Premier ministre d'alors, le Premier ministre Patrick Achi, de m'avoir libéré de mes charges gouvernementales pour pouvoir remplir ses charges de président de la COP et parler au nom de la Côte d'Ivoire. Donc le débat est clos. Ibrahim Lakis, homme d'affaires ivoiro-libanais, patron de la nouvelle société d'exploitation forestière d'Indéni, est poursuivi pour 7 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, corruption, extorsion de fonds. A-t-il été jugé ? Est-il toujours en détention ? Je ne pense pas, mais je n'ai pas suivi cette affaire. C'est la justice qui fait son travail. Au-delà des enjeux liés à la sécheresse et à la restauration des terres, la désertification soulève des questions de migrations internationales. Selon les Nations Unies, 50 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées dans les 10 prochaines années en raison de la désertification. Vous le savez, les élections européennes du 9 juin dernier ont confirmé la forte progression des partis d'extrême droite partout en Europe et notamment en France. Quel lien faites-vous entre désertification et montée du Rassemblement national en France et de l'extrême droite en Europe ? Je dois avoir une lecture circonstanciée. Vous savez, je ne peux pas m'immiscer dans les politiques intérieures de pays. En tant que président de la COP, je pense que chaque pays est confronté au même problème. La désertification touche aussi bien l'Europe aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure du Portugal, mais de l'Espagne, où en Catalogne, certaines populations ont dû être déplacées du fait de la dégradation des sols, donc ils sont impropres aux cultures. Donc je pense que chaque pays a à cœur et doit faire attention à ce que la dégradation des sols ne provoque pas les déplacements de population à l'intérieur même du pays. Maintenant, les problèmes de migration entre l'Afrique et l'Europe ou d'autres pays d'ailleurs sont des problèmes internes à régler de façon interne et je ne peux pas m'immiscer dans ces questions-là. Pour le dire autrement, est-ce que l'Europe ne parviendra à maîtriser ces flux migratoires qu'avec une politique ambitieuse justement de lutte contre la désertification en Afrique ? C'est un problème qui concerne les deux continents. Est-ce que vous en parlez avec les leaders européens, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni ou Ursula von der Leyen ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même ? Tout est étroitement lié ? Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes de désertification ne sont pas justement des problèmes africains seulement. Ce sont des problèmes mondiaux. Donc l'Europe aura à lutter avec les problèmes de migration ou de déplacement des populations à l'intérieur de l'Europe, sans parler même de l'Afrique. Donc ce sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes en dehors de l'Europe. Et à ce niveau, lorsque j'étais au gouvernement en Côte d'Ivoire, j'ai eu à discuter avec les responsables au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, par rapport à la déforestation importée. Et je crois que à ce sujet-là, nous avons les mêmes vues. Mais je pense que l'aide des pays industrialisés à apporter aux pays en développement ne doit pas se faire en fonction des intérêts exclusifs d'un pays ou de l'autre. Nous avons des intérêts communs à partager et la lutte contre la déforestation en Afrique ou au Sahel, par exemple, va avoir des effets positifs sur le climat mondial. Vous savez, si vous avez des vagues de chaleur en Europe, c'est parce que les vents viennent du sud. Et si, dans ces espaces-là, vous avez des forêts et non des déserts, il est sûr que les changements climatiques ne vont pas avoir lieu sur toute la surface de la Terre. Alain Richardon-Waillé, merci beaucoup. Merci, je vous remercie.